Bonsoir à vous, chers téléspectateurs amoureux de la vérité. Bienvenue sur Plateau Vérité. Ordre du jour, l'état des lieux des PME, PMI et la dépendance économique de la jeunesse béninoise. Pour en parler, nous avons comme invité M. Marius Nancy. Il est administrateur des PME, PMI. Bonsoir, M. Nancy. Bonsoir, madame. Alors, pour commencer, que pensez-vous du nombre accru des PME et PMI au Bénin? Nombre restreint. Restreint. Oui. D'accord. Je dirais du nombre restreint dans le sens où nos États, ou notre État n'a pas une politique pour accompagner véritablement en fait les entreprises qui s'inscrivent dans ce sillage en fait de PMI ou de PME. Soit on a des grandes entreprises, ou soit on a des petites entreprises. Les PME et les PMI, c'est des entreprises qui sont entre les grandes entreprises et les petites entreprises, Au milieu. au milieu. Et on n'en a pas assez au Bénin. On n'en a pas assez au Bénin. On n'en a pas assez. Selon vous? On n'en a pas assez, selon moi. Et à moins que des statistiques trompeuses en disent autres, quand on regarde sur le terrain, on n'en a pas assez. Le dispositif de soutien au financement des PMI, PME, est-ce un mythe ou une réalité? On rappelle que cela a été mis en place en 2018. Alors, pour ne pas heurter qui que ce soit, je ne dirais pas que c'est une réalité ni un mythe. Je dirais que c'est flou. Flou dans le sens où les bonnes personnes ne sont pas ciblées en fait dans ces dispositifs. Quand vous parlez de bonnes personnes, vous parlez de qui? Alors, je parle de personnes qui ont des projets innovateurs, des jeunes qui ont écrit des projets qui peuvent booster l'économie en fait nationale et l'économie territoriale. J'ai l'impression que c'est seulement les politiques en fait qui sont accompagnés dans ce dispositif-là. Ça ne date pas du gouvernement actuel, hein. Ça a été toujours le cas depuis fort longtemps. Ce gouvernement a fait des efforts, mais l'effort n'est pas encore à la hauteur en fait de ce qu'on attend de ce gouvernement. Donc, il, il, il faudrait peut-être qu'on repense comment accompagner les PME et PMI. Je dirais même que ce dispositif d'accompagnement des PME, PMI n'existe pas au Bénin. Quand même, nous avons un ministère qui est en charge Les petites et moyennes entreprises. d'entreprise. Il n'y a pas un accompagnement en fait incitatif allant dans ce sens-là pour les entreprises concernées. D'accord. Alors, selon vous, quelles sont les difficultés que rencontrent les PME et PMI, hormis celles financières? Alors, les difficultés sont toujours liées en fait au côté financier, hein. Parce que quand on parle de PME ou PMI, c'est des entreprises qui passent de la phase petites entreprises pour aller à la phase moyennes entreprises. Donc cela veut dire qu'il y a une croissance d'activité au sein de l'entreprise. Il y a une croissance en fait du nombre de personnel au sein de l'entreprise. Parce que quand on parle de PME, c'est trois critères qui permettent en fait de savoir qu'une entreprise est moyenne entreprise ou une petite entreprise ou une grande entreprise. Une entreprise qui a entre 0 et 10 salariés, par exemple, est classée comme moyenne entreprise. Et donc, sur ce ciblage-là, on peut déjà identifier qu'une entreprise est moyenne ou petite. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires, par exemple, d'environ 10 millions, peut être considérée comme une moyenne entreprise. Donc, les entreprises qu'on voit sur le terrain actuellement, c'est des entreprises soit qui a 2 ou 1 salarié, à la limite, le dirigeant lui-même qui est au four et au moulin, ou une entreprise qui a juste un secrétaire ou une secrétaire, plus le dirigeant. Mais les difficultés que ces entreprises rencontrent, c'est que les dirigeants de ces entreprises n'ont pas forcément la formation de base qu'il faut en fait pour pouvoir faire vivre l'entreprise au moment de la croissance. Une entreprise doit projeter en fait dans l'avenir. Donc quand les dirigeants font face à la croissance de l'entreprise, et ça demande beaucoup plus de sacrifices, ça demande beaucoup plus d'énergie, ça demande beaucoup plus de réflexion, ça demande beaucoup plus de temps.
Et ça demande même à surpasser ce qu'on est en train de faire pour réfléchir autrement. Donc, tous les entrepreneurs n'arrivent pas en fait à assumer cette phase-là. Je connais des entrepreneurs ou des entreprises qui ont essayé de dépasser cette phase de croissance ou cette phase de maturité. Certains diront de la maturité. Et quand une entreprise arrive à dépasser cette phase de maturité, elle rentre dans la cour des grands. Mais nous avons peu d'entreprises aujourd'hui au Bénin qui arrivent à dépasser cette limite-là, spécialement à cause de l'argent. Quand toute croissance nécessite des moyens humains et des moyens financiers. Même si vous avez les moyens humains et que vous n'avez pas les moyens financiers qui vont avec, vous ne pouvez pas faire grand chose. Donc, qui dit croissance d'une entreprise, dit aussi croissance de dépenses internes et externes, même si on essaye de réduire les dépenses. Et quand l'entrepreneur ou l'entreprise n'a pas les dispositifs qu'il faut pour faire face à cette croissance d'activité, l'entreprise disparaît. Donc, la première difficulté que rencontrent les moyennes entreprises et les moyennes industries, c'est d'abord le problème de financement. Après le problème de financement, maintenant, il y a le problème d'organisation interne au sein de l'entreprise et l'environnement juridique, en fait, du milieu qui ne facilite pas aussi à ces entreprises, en fait, de faire face à leur croissance. Mais ça, je pense que ça, c'est la faute aux entrepreneurs même. L'organisation interne. Alors, l'organisation interne, je vais dire, c'est la faute aux entrepreneurs, mais c'est la faute à nous tous. C'est la faute à l'État aussi que nous sommes. L'État n'a pas demandé aux entrepreneurs d'entreprendre ce qu'ils ont fait. L'État a intérêt que les entrepreneurs entreprennent. Bon, parce que ça va permettre de booster l'économie, c'est ça? L'État n'existe pas sans l'économie locale. En fait, l'État ne peut pas baser en fait toute son économie sur des prêts ni sur des aides extérieures. L'État doit œuvrer pour être, comment je vais dire, autonome. Alors, je dis à la fois, c'est de la responsabilité de nous, entrepreneurs, et à la fois de la responsabilité de l'État, dans le sens où, dans les autres pays, des dispositifs sont mis en place pour accompagner ces entrepreneurs dans cette phase-là. Dans la phase où l'entreprise est en phase de maturité, il y a des moyens pour les accompagner. Il y a par exemple un dispositif qu'on appelle incubateur. Des incubateurs pour accompagner, c'est-à-dire les grands accompagnent les moyens et les moyens accompagnent les petits. C'est tout un réseau. Ceux qui sont en train de rentrer sur le terrain, ils sont parrainés par des moyennes entreprises, des entrepreneurs qui sont déjà à un niveau donné pour les accompagner sur le b.a.-ba. Et les moyennes entreprises sont accompagnées par des grandes sociétés dans ce réseau-là pour leur montrer qu'à ce niveau-là, c'est vrai, il y a ci, il y a ça, ne lâche pas, ne fais pas ci. Mais au Bénin, on n'a pas ce dispositif-là. Donc c'est ça que je dis du côté de l'État, qu'il y a aussi de la responsabilité de la part de l'État. Mais en ce qui concerne les entrepreneurs, la grande responsabilité les incombe dans le sens où, quand on est entrepreneur, on est toujours éveillé. On est toujours à l'écoute du marché, on est toujours en train de chercher comment faire pour avoir de l'avance sur les autres. Et ça, nous n'avons pas. Quand quelqu'un commence par gagner 10 000 francs par jour ou 20 000 francs par semaine, il se dit qu'il est à l'aise, il ne pense pas en fait à innover. Et là, nous devons nous aider en fait à innover, à voir grand et à ne pas se focaliser sur le peu que nous gagnons aujourd'hui. Donc ça, un entrepreneur qui ne vise pas loin, un entrepreneur qui ne recherche pas l'innovation, un entrepreneur qui ne recherche pas la nouveauté, est appelé à disparaître dans le temps. Alors, la question de l'employabilité des jeunes, on parle bien évidemment de chômage, de dépendance économique de la jeunesse béninoise. À qui la faute selon vous? Est-ce la faute à l'État ou est-ce la faute aux jeunes eux-mêmes? Je dis que nous, jeunes, on n'a pas demandé à naître dans un État ou dans un continent qui n'est pas responsable. Donc, vous êtes en train de dire par là, l'État béninois est irresponsable. Nous sommes irresponsables. Je suis État béninois. Vous êtes État béninois. Nous sommes irresponsables. Et cette irresponsabilité dure depuis longtemps. Et c'est à nous, jeunes aujourd'hui, entrepreneurs, de changer les choses pour que la responsabilité incombe à chacun de nous. Dans le sens où l'État crée des formations pour former des jeunes. Normalement, ces formations qui sont créées doivent répondre à une problématique donnée, à un besoin donné sur le terrain. On ne forme pas quelqu'un et qu'on le laisse sur le marché, sachant que le marché n'a pas besoin de cette personne.
Je donne un petit exemple, parce que ça, je maîtrise bien. L'ENA, c'est une école par excellence au Bénin. L'ENA forme des administrateurs. L'ENA forme des gens qui travaillent pour les impôts, pour la finance, pour les hôpitaux et pour d'autres structures, mais on sait que l'ENA forme des gens pour l'administration ou pour la politique. Mais vous savez, moi je suis de la promotion 2012 de l'ENA. Vous êtes un exemple palpable. Je suis un exemple. D'accord. Et ma promotion, que mes frères m'excusent, ma promotion de 2012 est à la maison jusqu'à aujourd'hui. Ma promotion de 2012. Et est-ce que c'est la faute? C'est la faute à l'État. Oui, ça j'insiste. C'est la faute à l'État. École nationale d'administration et de magistrature, qui forme les inspecteurs des impôts, les inspecteurs de finances et du trésor, les administrateurs des hôpitaux et autres. Ce n'est pas des privés qui embauchent nécessairement des inspecteurs des impôts, ni des inspecteurs des finances, ni des inspecteurs du trésor. C'est d'abord l'État. Si l'État n'a pas besoin de recruter autant de personnes pour qu'on ouvre autant de formations, ou bien autant de pourcentage pour ces formations-là. Ma promotion, on est plus de 500, s'il vous plaît. Et avant moi, il y avait d'autres promotions. Est-ce que c'est la faute à nous qui avons fait l'ENA? D'autres ont été classés par l'État parce qu'ils ont bien travaillé. Ils ont des mentions. Ceux-là sont aussi à la maison. Est-ce que c'est la faute aux jeunes? J'ai envie de pleurer. Mais c'est la faute. Ce n'est pas la faute aux jeunes. C'est la faute d'abord à l'État. C'est nous, l'État. Quand je dis l'État, ce n'est pas les... Vous ne trouvez pas que c'est un manque peut-être de dynamisme du côté des jeunes? Parce que quand même, il y a quand même vous avez pu tirer votre épingle du jeu. Vous voulez connaître mon parcours? Ça m'intéresse. Je suis sûre que ça intéresse également les téléspectateurs. J'ai fait l'ENA, mais je ne me suis pas arrêté à l'ENA. Je n'ai jamais rêvé de travailler pour l'État. Même quand je faisais l'ENA, c'était pour créer soit mon cabinet ou ma société. Je n'ai jamais rêvé de travailler pour l'État. Après l'ENA, j'ai fait une étude en administration et échanges internationaux, où je me suis spécialisé en administration des PME, PMI. Et au-delà de cette formation, j'ai fait une formation en tant qu'administrateur du transport maritime et des ports maritimes. Mais je me suis focalisé sur la création d'entreprises et gestion d'entreprises parce que je trouve que c'est là qu'il y a du travail. Alors, ceux qui n'ont pas la chance comme moi, ceux qui n'ont pas les moyens comme moi je ne dis pas que j'ai les moyens, ceux à qui la nature n'a pas donné les mêmes moyens comme moi, parce que moi, la chance m'a accompagné, et il y a aussi la motivation, il y a aussi la détermination. La motivation, la détermination, c'est deux points clés. 3. Ok, 3. Tu peux avoir la motivation sans avoir la chance. Tu peux avoir la détermination et la chance sans avoir la motivation. En fait, c'est une question, les trois vont de pair. Les trois vont de pair. Je me suis battu. J'ai vu beaucoup d'autres se sont battus plus que moi et qui n'ont pas encore réussi, mais qui vont réussir. Ça prend du temps. Moi, je ne dirais pas que je suis une réussite, mais je tends vers la réussite pour montrer à d'autres personnes qui m'ont connu dans le passé, qui me voient aujourd'hui, qu'on peut tout faire avec le temps, avec la détermination. Les promotions qui sont avant 2012, ils n'ont pas choisi. Et ça, c'est juste une parenthèse. Il y a l'EPAC qui est là. J'ai plein d'amis qui ont fait l'EPAC et qui sont à la maison. Donc, si nous comptons déjà de 2012 à aujourd'hui, 2019, on a au moins 7 ans, voire 6 ans de décalage. Nous comptons 500 personnes par promotion sur 7. Et parmi les 500, je vous jure qu'on n'a pas 50 qui ont été embauchés. Et les 50 qui ont été embauchés, ce n'est pas simplement dans leur domaine. C'est des gens qui ont dû faire des formations parallèles pour faire autre chose ou pour créer des choses. Est-ce que c'est notre faute? Je dirais non, ce n'est pas notre faute. Qu'on arrête de rejeter le tort sur nos jeunes. On a nos responsabilités, peut-être on en arrivera. On a nos responsabilités. J'en suis conscient, nous sommes conscients. Mais l'État a plus aussi de responsabilités parce que les cadres ne sont pas créés. Les formations sont créées, mais l'accompagnement après formation ne sont pas créés. Je prends un autre exemple, si vous me permettez, de la science
comment dire, du droit, faculté du droit. Vous voyez le nombre de personnes qui sont inscrites chaque année, qui sont inscrites du moins chaque année à la faculté du droit. On dénombre au moins 10 000 personnes. 10 000 personnes. Combien? Je vais vous expliquer. Combien de personnes deviennent magistrats à la fin? Très peu. Parce que, le cercle est vicieux. Il faut être parrainé pour devenir magistrat. Tout le monde n'est pas appelé à être magistrat. Il peut y avoir des greffiers ou des notaires. Aujourd'hui, l'État ne crée pas les conditions qu'il faut pour que les gens accèdent à ce métier de notaire facilement, alors que nous en avons besoin partout. Vous allez me demander pourquoi. On demande à un étudiant qui est en fin de formation d'avoir successivement 3 stages d'1 an au moins chez 3 notaires différents. Chez 3 notaires différents. Et tant que tu n'as pas ces stages-là chez 3 notaires différents, tu ne peux pas accéder à l'ordre. C'est aberrant. C'est aberrant. Parce que les notaires qui sont sur le terrain n'ont pas intérêt que d'autres personnes viennent. Si je n'ai pas besoin de stagiaire, je ne te prendrai pas. L'État pouvait soit contraindre les notaires ou oblige, parce que les notaires travaillent au nom de l'État. Ils contresignent des actes qui relèvent du domaine de l'État. L'État peut les contraindre ou à distribuer automatiquement les étudiants qui sont en fin de formation dans ces cabinets de notaires pour qu'à la fin, ceux-là aussi puissent aller sur le terrain. D'ailleurs, les contraintes ne sont pas aussi exigeantes. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons avoir dans chaque quartier des notaires. Comptons le nombre de quartiers que nous avons dans les grandes villes du Bénin. On peut aller jusqu'à 500 quartiers. 500 notaires supplémentaires, c'est... Et si vous étiez à la place de l'État, qu'auriez-vous fait? Heureusement que je ne suis pas encore à la place de l'État. Si j'étais à la place de l'État, je vais rendre la fonction d'État une fonction sacerdotale. Parce que ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est pas. Quand les gens courent pour aller devenir président, c'est pour des privilèges. Si c'est devenu vraiment une fonction sacerdotale, les gens n'iront pas là-bas. C'est la première chose qu'il faut faire. Il faut contraindre nos gouvernants à venir à suivre une feuille de route et non à remettre à zéro chaque fois ce que les autres ont fait. Les autres ont peut-être mal fait, mais il y a du bien dans ce qu'ils ont fait. Nos aînés ne sont pas ignorants, ne sont pas bêtes. Ça fait des années qu'ils ont dit c'est à l'ancienne corde qu'il faut construire la nouvelle corde. Mais nous, on remet chaque fois l'ancienne corde à sa place et on commence à zéro. L'autre vient, il commence à zéro. Quand est-ce que nous allons évoluer? On est toujours à l'étape embryonnaire. Il faut rendre les fonctions politiques des fonctions de sacerdoce et non des fonctions où ils vont se mettre plein dans la poche. Tout le monde veut faire la politique aujourd'hui parce que c'est le métier par excellence qui donne de l'argent. Vous connaissez un politicien qui n'a pas de l'argent? J'en connais pas. J'en connais pas. Peut-être que ma réalisatrice en connaît. Peut-être. Peut-être qu'elle va vous le souffler, mais j'en connais pas. Il n'y a pas ce politicien qui n'a pas de l'argent. Ils vont peut-être sans moyens, mais ils s'en sortent avec des moyens. Donc, ne demandez pas à la jeunesse de travailler. Il faut faire aussi de la politique alors. Parce que c'est là qu'on trouve facilement de l'argent. Est-ce que c'est notre faute si on trouve facilement de l'argent là-bas? Est-ce que c'est notre faute quand les jeunes veulent tous aller travailler dans l'administration? Non. Parce que l'administration, on fait la promotion des gens qui travaillent dans l'administration, qui contournent l'État. C'est normal que tout le monde... Parce que l'argent, c'est important. L'argent, c'est important. On peut nous faire croire que l'argent n'est pas important, l'argent ne fait pas le bonheur. Si je suis beau et que je n'ai pas de l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vendre ma beauté? Si je vends ma beauté, je ne veux pas dire le nom, ça devient un autre travail. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent sur ce marché-là. Beaucoup de jeunes vendent leur beauté. Et quand je dis jeunes, c'est grand J des deux côtés, parce qu'ils n'ont plus d'autres moyens. Est-ce que c'est leur faute? Non. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à vous, c'est la faute à moi, c'est la faute à nous tous.
Alors, est-ce que vous aviez quelques conseils ou prescriptions à donner à nos jeunes d'aujourd'hui pour quand même pouvoir sortir aussi leur épingle du jeu, voilà, comme vous aussi? Je ne dirais pas que j'ai déjà sorti mon épingle du jeu. Je vais sortir encore davantage mon épingle du jeu. Qu'il soit grand ou petit, c'est d'entreprendre. Il faut entreprendre. Et si nous ne pouvons pas le faire seul, il faut s'associer. Ce n'est pas le moment de commencer par étaler mes projets. Mais si l'ensemble de mes projets, je m'associe à des gens. Quand même, je n'ai besoin de personne pour réaliser mes projets, je m'associe quand même. Parce que je, je ne peux pas dire que j'ai toutes les capacités pour maîtriser tous les domaines. Un entrepreneur n'est pas forcément quelqu'un qui est spécialiste du domaine dans lequel il exerce. C'est quelqu'un qui peut avoir l'idée, mais qui ne connaît rien dans le domaine. Celui-là, il est obligé de s'associer avec quelqu'un du domaine pour travailler. Un entrepreneur, ce n'est pas nécessairement celui qui a les moyens. C'est quelqu'un peut-être qui a l'idée, mais qui n'a pas les moyens. Il est obligé de s'associer avec quelqu'un pour que son projet soit réalisé. Mais nous, jeunes, aujourd'hui, on ne veut pas s'associer. Un, parce qu'on n'a pas confiance. Deux, parce qu'on ne veut pas partager avec quelqu'un. Trois, parce qu'on peut être seul riche. Si tu es seul riche dans ta famille, dans ta localité, tu seras obligé de prendre des sécurités autour de ta maison. Et quand même tu as des sécurités autour de ta maison, rien ne garantit le fait que dehors, la sécurité va t'accompagner. Les gens vont, en fait, venir, comment on dit, euh, braquer pour prendre de l'argent. Moi, je demande à nos jeunes de s'associer, de travailler nos idées, de cultiver l'esprit d'équipe et de ne pas lâcher. Nous avons fait des formations. C'est là que je dis à nos jeunes qu'il faut aller au-delà de nos nez. Nous avons fait des formations et durant nos formations, on se plaint parce que malgré qu'on est des spécialistes d'un domaine X ou Y, on nous fait faire des matières qui ne sont pas de nos domaines. Allons puiser dans ces matières-là. Si l'école nous fait faire des matières qui ne relèvent pas de nos domaines, c'est parce que l'école pense que nous pouvons puiser dans ces matières-là pour en créer d'autres choses. Hier, moi, j'ai déjà trouvé une idée de création que je vais mettre en place. Il y a des besoins. Il n'y a peut-être pas les moyens, mais il y a des possibilités de s'associer pour travailler. Si l'État ne peut pas nous accompagner aujourd'hui, nous allons le contraindre demain à nous accompagner si on se met ensemble. Mais si seul vous revendiquez quelque chose, vous n'aurez jamais. Mais si ensemble vous revendiquez et que vous restez ferme et que vos revendications sont légitimes, on va vous entendre. Ok, merci beaucoup, Monsieur Nancy. L'état des lieux des PME, PMI au Bénin et la dépendance économique de la jeunesse béninoise. Vous avez écouté, vous avez suivi les vérités de Marius Nancy, administrateur des PME, PMI au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour le prochain numéro.